Les extraordinaires, ce sont des femmes, des hommes, des inconnus anonymes que vous croisez tous les jours dans votre quotidien. Ils ne font pas la couverture des magazines et pourtant, parce qu'on peut tous faire bouger les lignes et changer les mentalités, ensemble pour construire un monde plus humaniste, bienveillant et inclusif, où chacun peut trouver sa place et donner du sens au collectif. Alors, bienvenue dans l'entreprise du 21e siècle. Je m'appelle Loubna Méliane, je suis leader égalité et pluralité chez OnePoint. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les gouines. Je suis bien d'accord avec la grosse. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Pauline Desroulettes, double championne de France de paratennis, numéro 1 française et 17e joueuse mondiale. Elle fait partie des espoirs français pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. C'est parti. Je vous propose ce mois-ci une magnifique rencontre avec Pauline Desroulettes, dont le destin a radicalement basculé en cette date du 27 octobre 2018. Assise sur son scooter, elle attend sur le trottoir sa compagne. C'est alors qu'elle est percutée par une voiture roulant à 80 km/h dont le conducteur, âgé de 92 ans, a perdu le contrôle. Sa jambe gauche est arrachée. Mais comme pour repousser le drame, quelques heures après l'accident, en salle de réveil, elle fait la promesse à ses proches et à elle-même de participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024. 8 mois d'hospitalisation, 8 mois de haut et de bas, le deuil de sa vie d'avant, la douleur, la rééducation, autant d'étapes difficiles qu'elle traverse avec détermination, courage et dignité, entourée et aimée des siens. Pauline s'est également engagée dans un autre défi avec la même ferveur, la prévention à la sécurité routière. Elle vient de lancer sa campagne de sensibilisation en faveur d'une loi pour des tests d'aptitude obligatoires à la conduite pour que le drame qui lui a coûté sa jambe gauche ne se reproduise plus. Bonjour Pauline. Bonjour Loubna. Alors comment ça se passe ta préparation physique là en ce moment ? Écoute, là je suis en pleine période de préparation foncière, préparation physique, beaucoup de tennis. C'est le moment où on se met dans le rouge pour pouvoir être plus fort pour la saison 2023 qui va arriver à grands pas. Et les entraînements, par curiosité, ça représente combien d'heures par jour ? Alors moi je fais entre 2 et 4 heures de tennis par jour avec 2 heures de préparation physique, donc du lundi au vendredi. Ça fait des grosses semaines chargées, donc le soir je suis un petit peu fatiguée, mais bon c'est ça qu'il faut. Et alors il y a les compétitions aussi en même temps, donc comment on arrive à jongler avec la vie personnelle, en plus depuis peu tu es devenue maman, et ta vie sportive, comment on arrive à jongler avec les deux? Ça doit pas être toujours facile. C'est pas toujours facile parce qu'il y a bien sûr l'entraînement, c'est la priorité, la famille aussi, comme tu l'as dit, je suis maman depuis quelques mois et c'est un vrai bonheur et il faut s'en occuper et il faut passer du temps de qualité. C'est une question de logistique, d'organisation, et voilà, il faut être assez organisé et j'essaie d'y arriver. Il y a des semaines où c'est plus dur que d'autres. Mais en tout cas, voilà. Après, il y a bien sûr les départs en compétition à l'international où il faut voyager, il faut se préparer, donc il faut arriver à jongler et tout ça avec un entourage d'exception. Oui, parce que souvent avec les sportifs de haut niveau, on n'aborde pas la question de la parentalité, mais en fait, c'est un vrai sujet d'arriver. C'est un vrai sujet. T'as raison d'en parler parce que c'est vrai que ça a été un petit peu mis plus en lumière, notamment avec l'expérience de Rafael Nadal qui a été papa et qui a dit que c'était dur d'avoir parfois la tête à ça sur les terrains de tennis, alors que voilà, il venait d'être papa, il y avait son petit garçon qui venait naître, et moi pour l'avoir vécu il y a quelques temps, c'est vrai que c'était pas facile, c'est assez tabou, et voilà, partir quand sa petite fille elle a à peine un mois à l'étranger, aux États-Unis, voilà, il faut savoir pourquoi on le fait, il faut le faire bien aussi parce que quand on est là-bas il faut remplir sa mission et pour revenir à la maison et profiter, mais c'est une organisation, c'est quelque chose de nouveau à gérer, c'est une gestion des émotions particulière, mais on y arrive. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On avait envie de savoir justement, c'était quoi ta vie avant l'accident ? Ma vie avant l'accident, c'était une vie tout à fait ordinaire, mais qui me plaisait beaucoup. Je travaillais dans le domaine audiovisuel, j'étais assistante réalisatrice sur des émissions de divertissement. Et voilà, je m'éclatais, rythmée par beaucoup de sport, beaucoup de crossfit, de tennis. Moi, c'était mon moteur. Déjà, le sport, ça me permettait de tenir un rythme déjà effréné, parce que je bossais beaucoup. Une vie bien remplie, et j'étais très heureuse. Parfois encore aujourd'hui, je suis nostalgique de cette vie, parce qu'elle me convenait très bien et voilà, je me voyais bien continuer. Bon, la vie on a décidé autrement, mais en tout cas j'étais dans une vie tout à fait sympathique. Tu peux nous raconter justement ce jour où tout a basculé ?
Eh bien oui, c'était un jour comme les autres, hein, un samedi ordinaire où j'avais fait mon sport le matin. On avait rigolé beaucoup avec des amis, avec ma compagne Tiffany avec qui j'étais. Et c'est vrai que quand je dis que je suis passée ce jour-là du rire aux larmes, c'est vraiment le cas, puisqu'on encore 1 heure avant l'accident, on rigolait et je me suis retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, puisque j'ai décidé d'attendre Tiffany, ma copine, sur le trottoir, garée sur mon scooter. En pensant que ça allait aller plus vite, elle est partie acheter des fleurs et j'ai pas trop eu le temps de voir ce qui se passait parce que ça s'est passé derrière mon dos. J'ai été percutée, ça je l'ai su après, par une voiture et l'instant d'après je me suis réveillée par terre dans une petite rue avec des pavés et ce que je vois tout de suite en revanche c'est ma jambe qui n'est plus là, ma jambe gauche qui a été arrachée et là en fait c'est un peu comme l'instinct de survie, ça se met en place très très vite dans notre tête. Je pense qu'on l'a tous dans des moments avec beaucoup d'adrénaline comme ça et puis un état de sidération en fait. Je comprends que voilà, la Pauline d'avant elle va rester là quelque part sur ces pavés et il va falloir prendre beaucoup de force pour rebondir et il y aura une nouvelle vie qui va s'ouvrir à moi, puisque ce que je constate quand même c'est que je respire, c'est que mon visage est intact même si voilà, j'ai des blessures au visage, mais voilà, je suis là encore et pourtant c'est une blessure très très profonde pour moi parce que mon corps est touché. Mon corps, c'était ma façon de m'exprimer, notamment dans le sport, et donc en fait tout ça se mélange dans ma tête et je comprends que je vais devoir me battre. Je suis alors transportée à l'hôpital militaire de Percy, qui s'occupe normalement de militaires qui sont blessés en opération extérieure. Moi je l'ai su par la suite, j'ai été transportée là-bas parce que ce que j'avais, une jambe arrachée, c'est une blessure de guerre et c'est les meilleurs pour le soigner. Et avant de rentrer au bloc, parce que j'étais consciente, j'ai posé la question aux médecins de savoir s'ils allaient pouvoir me sauver ma jambe, parce que voilà, moi comme les autres, tu t'imaginais que c'était encore possible une jambe arrachée, ça n'existe pas, les médecins font des merveilles et voilà, quelque part, même si on sait, hein, parce que je savais, on a envie de se protéger et se dire c'est possible, on va pouvoir faire quelque chose pour ma jambe. Et là tout de suite en revanche il m'a dit ça sera pas possible mademoiselle. Donc je suis partie au bloc pour la première opération en sachant que j'avais perdu ma jambe et quelque part je me souviens m'être laissée aller et me dire ok bon, on verra plus tard, là, de toute façon je suis dans un état second. Et quelques heures après, je me suis réveillée en salle de réveil et j'ai eu la bonne surprise. Dans ces moments-là, on est content de voir des visages familiers, de voir Tiffany, ma copine, mon père, mes frères et sœurs qui étaient là, très inquiets évidemment. J'ai vu tout de suite sur leur visage que voilà, fallait les rassurer, en tout cas fallait leur montrer que j'étais toujours la même quelque part, même si physiquement il manquait quelque chose. Et je leur ai dit, vous inquiétez pas, je vais faire les Jeux paralympiques de Paris en 2024. C'est sorti comme ça. C'est dingue cette histoire. À chaque fois, j'hallucine dès que tu la racontes en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ton esprit pour te dire ok bon, vous inquiétez pas, il vient de se passer quelque chose de très grave en effet, mais je vais faire les JO paralympiques de 2024. Ouais, je pense que j'ai associé très vite le sport comme le meilleur outil de reconstruction pour moi et le handicap au sport, parce que j'avais déjà entendu parler, vu du parasport, et pour moi avoir un handicap ça n'empêchait pas de continuer à pratiquer le sport. Tout ça mélangé au fait que j'étais bien sûr très très heureuse en tant que parisienne française d'accueillir les Jeux de Paris en 2024. Et ça approche. Et voilà, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je me suis dit pourquoi pas moi, maintenant que j'ai ça, ça va être le sport, ma meilleure façon de m'en sortir et au plus haut niveau, et c'est très ambitieux mais je pose ça là et je vous le dis les gars, je vais tout faire pour y être. Alors avant de pouvoir enchaîner ses entraînements et être aujourd'hui ce qu'on disait en début d'émission, hein, tu es numéro 1 française, double championne de France, 17e joueuse mondiale, il y a ces 8 mois d'hospitalisation. Comment on traverse cette période qui peut sembler courte mais qui est aussi très longue pour toi? Il y a, j'imagine, des moments où tu as dû douter et quand on doute, qu'est-ce qui t'a aidé à pouvoir remonter la pente? On se raccroche à quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en fait? Déjà, il n'y a pas un jour comme un autre, c'est les montagnes russes émotionnelles. Je me souviens surtout des 4 premiers mois qui ont été ponctués d'anesthésie générale. À un moment donné, c'était un jour sur 2, donc c'est la machine à laver, on est voilà, abasourdi par les médicaments, l'anesthésie. Et c'est vrai que moi, c'était la période la plus dure pour moi parce que j'ai dû subir, j'ai dû accepter de devoir rester alitée, inactive. Pour moi, c'était très difficile de me demander ça.
moi qui ai toujours été hyper active, mais en même temps je devais obéir aux ordres, de laisser le temps au temps, que ça cicatrise, de me faire soigner avec des rebondissements, parce que quand on va au bloc, ça on vous le dit pas, mais généralement il y a des infections par la suite, donc du coup tout prend plus de temps, et voilà, à chaque fois c'est une petite colère de plus, de se dire ça veut dire que je vais rester encore plus longtemps, ça veut dire que ça repousse le moment où je vais pouvoir remarcher, parce qu'on m'avait quand même dit très tôt, tu pourras remarcher et tu vas t'en sortir, et grâce à très une vite on prothèse. t'a dit que t'allais pouvoir marcher. Oui, moi j'ai le souvenir d'un médecin qui est rentré dans ma chambre un des premiers soirs où j'étais dans un moment de grande détresse. Et voilà, c'est un chef de service qui était colonel, parce qu'ils sont tous gradés là-bas, les chefs de service, et qui m'a dit, ok, c'est vrai, il te manque quelque chose, mais sache que tous tes projets sont reportés, et tu vas voir, tu pourras remarcher, tu vas venir en rééducation, tu vas voir nos militaires, comment ils se remettent sur pied, littéralement, et tu es un de nos jeunes soldats. Et c'est vrai que cette phrase, elle a toujours résonné en moi par la suite, parce que c'est comme si on avait passé un contrat de confiance qui s'est passé entre lui et moi, et je me suis dit, ok, je vais vous obéir, je vais vous faire confiance, et je vais être une des vôtres, en tout cas, même en tant que civile, je vais essayer de l'être et de respecter le protocole, en étant un petit peu rebelle parfois, parce que bon, je n'étais que civile. J'ai cru voir quelques images passer effectivement, j'étais pas toujours obéissante, mais je mettais un petit peu de vie dans cet hôpital. Dit aller doucement, et tu voulais marcher absolument. Je crois qu'il y a quelques images de toi où tu fais des tractions carrément dans ton lit d'hôpital, avec les barres au-dessus de toi. Bah oui, je supportais pas rester assise, il fallait que je sois dans le fauteuil roulant. Moi, c'était très compliqué pour moi de me mettre dans le fauteuil roulant, parce que j'avais beaucoup d'a priori dessus, et en même temps on me disait tu peux pas prendre les béquilles, Pauline, parce que si tu tombes, ta cicatrice va se réouvrir, c'est trop dangereux. Donc c'était une période compliquée, mais je l'ai traversée avec des hauts et des bas, des moments vraiment très 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 durs, hein, de grande solitude, grande détresse. Je dis solitude, oui et non, parce que j'ai toujours été extrêmement bien entourée, avec des visites, à en avoir le tournis tous les jours, où l'hôpital avait été obligé de mettre une pancarte sur ma chambre pour dire que c'était 3 personnes minimum dans la chambre, pour te dire le nombre de personnes qu'il pouvait avoir dans ma chambre. Donc c'est vrai que les journées passaient vite et ça mettait de la joie, mais il y avait quand même toujours cette heure où la nuit tombe, on se sent seul, où tout le monde part, où l'hôpital se vide, et les équipes se réduisent, et en fait le moment où on s'endort, on est seul et on se refait le film et on réalise, et c'est ces moments-là qui sont durs à gérer, et voilà, on subit, on laisse passer. Moi je tenais en me disant que demain il fera encore jour, qu'il allait y avoir du monde, et que chaque jour suffit sa peine, et c'est comme ça que j'ai réussi à traverser, mais encore une fois avec des hauts et des bas, et ça fait partie du chemin de la reconstruction, et c'est seulement 4 mois plus tard que j'ai pu remarcher avec une prothèse. Moi j'étais dans l'ignorance totale, j'appelais ça une attelle, pour te dire. Et ça donne quoi comme sensation? C'est à la fois fou, parce qu'on est debout. Moi j'ai pu être debout à nouveau, et je savais avec cet accident qui m'est arrivé que ça aurait pu être évidemment 10 fois plus grave, qu'il y a 10 fois pire, et que c'était une chance de pouvoir être à nouveau debout. Vraiment je me sentais très vite très privilégiée de pouvoir remarcher, et à partir de là, c'est la partie que j'ai un peu plus aimée, parce que j'étais dans l'action, parce qu'on me demandait de me rééduquer, au-delà de reprendre la technique de la marche qui est censée être innée. J'ai dû me réathlétiser, d'en faire plus, de me remuscler, parce que j'avais perdu tout ce que j'avais fait. Je disais souvent, avant j'étais une machine, je veux redevenir une machine, donc c'était mon objectif, et avec cet objectif quand même dans un coin de ma tête, de haut niveau, des Jeux de Paris 2024, donc il fallait se remettre debout, au sens propre, au sens figuré, et solide. Donc voilà, ça allait quand même assez vite, et j'ai fait des rencontres extraordinaires de militaires blessés en opération extérieure, qui sont d'une résilience incroyable, qui m'ont accueilli comme l'une des leurs. Il n'y avait pas de hiérarchie, pas de niveau gradé, pas gradé, et franchement ces des gars, je leur remercie tous les jours, et j'ai toujours une pensée pour eux, parce qu'ils m'ont énormément inspiré. Ils m'ont énormément inspiré, et moi ils m'ont sauvé, les militaires. C'est une belle histoire, même si on aurait préféré bien évidemment que ça se passe pas de cette façon-là, mais malheureusement ça s'est passé. Justement, t'as décidé de faire de ce drame, un combat et un engagement. Tu viens justement de lancer une campagne de sensibilisation en faveur d'une loi pour des tests d'aptitude obligatoires à la conduite. Pourquoi ?
parce que c'est tellement important. En fait, quand j'ai su les circonstances de mon accident, donc il s'agissait d'un monsieur très âgé qui a perdu le contrôle de sa voiture, qui a appuyé sur l'accélérateur au lieu du frein parce qu'il n'était plus capable voilà, il n'était plus en état du temps de réaction, des réflexes, de la vue, et c'est vrai que je me suis dit que c'est bête. Bien sûr, tous les accidents sont bêtes, mais celui-là, il est quand même très bête parce que si une seule personne avait arrêté de conduire, il n'y aurait pas eu 3 victimes. Et ça, c'est vraiment dommage. Dommage pour nous, c'est dommage pour lui. Et il faut quelque chose. C'est dingue en France, alors même qu'on soit très très investi sur toutes les questions de sécurité routière, c'est un vrai sujet. On a le permis à vie. On a le permis à vie, on fait un contrôle technique de la voiture, mais rien sur celui qui l'a conduit. Et je me suis quand même interrogée et j'ai interpellé le gouvernement et j'ai compris dans quoi je m'engageais. Et quand on m'a répondu, à l'heure qu'il est, c'est la responsabilité individuelle et celle des familles. L'État n'a rien à avoir là-dedans. C'est à vous de vous discipliner, de vous dire si vous n'êtes plus capable de conduire, vous arrêtez de conduire, ou à vos proches de vous dire arrêtez de conduire. Mais c'est trop facile de résoudre comme ça. Donc c'est vrai que je me suis dit ce combat, il est nécessaire, il est pour toute notre société qui en plus est vieillissante, où il y a de plus en plus de problèmes d'inaptitude sur la route, pas seulement avec des personnes âgées, avec des personnes aussi qui ont des maladies, qui surviennent au cours de leur vie. Et c'est vrai que maintenant c'est mon combat de défendre l'idée qu'il faut un projet de loi pour des visites médicales obligatoires au cours de la vie d'un conducteur avec une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge. C'est un combat sociétal, c'est un combat très politique parce qu'il faut du courage pour les politiques de se positionner là-dessus publiquement. Parce que en off, ils me le disent tous entre deux portes que oui, c'est sûr que c'est une problématique, on est conscient, mais dans la réalité c'est plus dur de se positionner. Donc, tu saurais expliquer pourquoi c'est plus compliqué? Bien sûr, c'est un sujet sensible. La voiture, c'est sacré en France. On touche à un électorat qui sont les seniors. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour le gouvernement de mettre des interdictions, en tout cas de mettre une loi qui pourrait faire arrêter de conduire des gens, alors même que la voiture est tellement importante dans notre culture, pour nous Français. On l'a vu avec les 80 km/h, avec là plus récemment les 110 km/h qui ont été refusés. Donc c'est vrai que c'est compliqué dès qu'on touche à la voiture. C'est pour ça que ça prend du temps. Et en plus, ce projet de loi sur les visites médicales obligatoires, il engage beaucoup d'acteurs, les médecins, les auto-écoles, les solutions alternatives de mobilité. Tout ça a un coût, bien sûr. Donc c'est pour ça aussi que c'est un vrai frein. Mais moi, ce que je constate, c'est que depuis le moment de mon accident et aujourd'hui, il y a une vraie évolution des modalités. Ça avance doucement, mais ça avance et on va y arriver. J'imagine que c'était un peu le but de cette campagne de sensibilisation, de l'ouvrir à un large public pour responsabiliser chacune et chacun, puisque j'espère et on invite tout le monde à regarder ces clips. Il y a les proches. Et on sent qu'ils sont quand même vachement importants pour responsabiliser, en tout cas pour dire stop à un moment quand on sent que un grand-père, un parent commence à moins bien entendre, à moins bien voir, avoir des réflexes plus lents, en tout cas être moins réactif. C'était un peu le but ou... Si ces clips peuvent servir à des familles pour leur montrer à leurs aînés, leur dire voilà, tu vois ce qui peut arriver, c'est tout l'enjeu, c'est tout l'objectif. En tout cas, effectivement, j'ai encore beaucoup trop de témoignages de familles qui viennent me dire je ne sais plus quoi faire, j'ai confisqué les clés, c'est trop dur, il y a un conflit immense avec mon père, mon grand-père, ça crée des conflits familiaux, c'est un vrai sujet et moi je trouve ça très très dur et très culpabilisant pour les familles qui ont ce rôle-là en l'état. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer de sensibiliser, de faire de la prévention, d'être dans un discours pédagogique, s'en remettre aussi au médecin traitant qui a un rôle aussi à jouer, lui en tant que médecin, puis il y a quand même un respect de ce corps médical qui a une patientèle fidèle généralement. Donc il faut y aller doucement mais sûrement, c'est toujours ça, à petits pas, montrer des clips de prévention concrets. Donc c'est pour ça effectivement que j'ai fait cette campagne, pour illustrer vraiment cette problématique sans choquer, juste en montrant une réalité qui existe et voilà, pour laquelle je me bats. Alors, c'est important pour toi aussi de sensibiliser les entreprises. Je sais que tu les associes énormément à tout ce travail, cet engagement. Selon toi, elles ont un véritable rôle à jouer sur cet aspect de prévention. Bien sûr, les entreprises, les entreprises, elles ont un rôle modèle à avoir face à leurs collaborateurs, qui généralement aussi dans le cadre pas seulement personnel mais professionnel se déplacent en voiture, donc sont sur la route. Donc c'est une réalité. Donc ils sont
directement concernés quand il y a un des collaborateurs qui a un accident dans le cadre de l'exercice de son travail. Donc c'est vraiment pour moi extrêmement important pour une entreprise de se positionner sur ces questions de sécurité routière pour montrer que non seulement elle protège ses collaborateurs mais qu'elle les sensibilise, qu'elle leur rappelle que bien sûr avec un rythme de travail freiné on est tenté de regarder son portable mais pas au volant parce que derrière les conséquences peuvent être dramatiques et que 2 secondes de texto sur un portable ça vaut pas une vie, celle d'en face et la nôtre. Donc franchement être responsable d'un accident, être victime d'un accident c'est concret, ça peut arriver à n'importe qui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc sans vivre dans la peur, il faut que les entreprises sensibilisent ses collaborateurs et OnePoint le fait extrêmement bien et contribue à sensibiliser dans cette démarche-là de sécurité routière. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de collaborateurs qui nous entendent. Est-ce que tu aurais peut-être individuellement un conseil à nous donner, même si tu as raison, la loi va pouvoir aider celles et ceux qui ont des grosses difficultés à pouvoir convaincre leurs proches, mais s'il y avait une petite astuce en attendant que la loi sera promulguée, qu'est-ce que tu nous conseillerais ? S'il y en avait une, je sais qu'il n'y a pas de solution miracle, là, on est d'accord. Continuer d'être dans le dialogue, je pense qu'il ne faut pas braquer ceux qui ne sont plus capables de conduire, leur montrer le chemin, donc parfois ça passe par un rendez-vous avec un médecin. Moi j'ai une anecdote où c'est une personne qui était persuadée d'être toujours en état de conduire et je lui ai dit très bien, viens on y va ensemble, on va faire un contrôle devant un médecin agréé à l'aptitude à la conduite, si t'es capable tu risques rien. Et bon, avec beaucoup d'ego ce monsieur est allé et la réalité a fait que il n'était plus capable de conduire. Évidemment il continue à conduire puisque il y allait sur la base du volontariat, donc c'est là où on voit quand même qu'il y a la limite de la chose, mais voilà, c'est pour faire évoluer les mentalités, continuer d'être dans un dialogue. Moi vraiment c'est mon combat d'essayer d'expliquer, de prendre le temps, de se tourner vers les bonnes personnes, tous les acteurs, comme les médecins. Donc voilà, il faut être patient et je pense qu'à un moment donné ça passera et le gouvernement aidera toutes ces familles qui parfois se sentent seules, délaissées, parce qu'aujourd'hui le seul recours qui existe c'est un signalement à la préfecture, mais évidemment c'est compliqué de demander à un proche de faire ça pour un membre de sa famille. Donc sans en arriver là, on peut essayer de montrer la réalité de victimes qui existent et de dire, moi je parle souvent du conducteur qui m'a fauché et ça c'est très concret parce que moi j'ai eu un échange avec ce monsieur, c'était important pour moi d'avoir sa voix à lui, son témoignage à lui et moi ce que je peux vous dire c'est que ce monsieur il était évidemment anéanti, victime de lui-même, il parlait de lui en disant que c'était un criminel, un assassin, que sa fin de vie allait être extrêmement compliquée, elle était déjà et ce monsieur savait qu'il n'était plus capable et il m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais, il m'a dit s'il y avait une loi je l'aurais respectée parce que nous les personnes âgées on respecte les lois. C'est vrai. Et c'est vrai, et c'est très juste. Et ce monsieur, moi, je n'oublierai jamais son regard et tout ce qui s'ensuit. Et je ne souhaite à personne sa place. Donc ça, c'est du concret. C'est se dire que demain, on peut être responsable d'une vie. Et on n'a pas envie d'être responsable d'une vie perdue, bien sûr. Et puis ce qui est intéressant en plus avec ta proposition, c'est que tu restes pas focalisé sur les personnes âgées, c'est qu'en réalité on est tous amenés à un moment ou à un autre à voir notre santé dépérir, mais on peut avoir des accidents de route, de vie, 80% des handicaps sont des handicaps qui arrivent en cours de vie. Maladie dégénérative, Parkinson à 50 ans, c'est pas vieux 50 ans, non, il n'y a pas d'âge pour malheureusement avoir quelque chose qui coince et c'est pour ça qu'il faut un test au cours de la vie et là-dessus on n'est pas tous égaux, donc c'est pour ça qu'il faut tous qu'on se fasse contrôler. Alors, c'est quoi la suite pour toi, les prochains défis? Alors, il y a ce lancement de campagne. Je crois qu'il y a un 3e clip que tu aimerais produire. Effectivement, ouais, c'est le projet. Oui, parce trilogie, c'était la promesse. J'ai oublié de le dire, mais cette campagne de sensibilisation, tu l'as montée avec tes petits bras, entourée d'une super équipe et de gens hyper volontaires, financée par une collecte des partenaires privés, une cagnotte. Et donc, t'aimerais bien pouvoir faire le 3e clip. Tout à fait, c'est vrai que l'idée c'était d'illustrer un petit peu tous les cas d'inaptitude avec un conducteur pas vieux, un conducteur un petit peu plus vieux et c'est vrai que le 3e, moi j'aimerais justement illustrer cette impuissance des familles qui utilisent des subterfuges pour confisquer les clés, débrancher la batterie et voilà que chacun puisse s'identifier et que ça interpelle évidemment les Français et pas seulement le gouvernement bien sûr. Les pouvoirs publics, c'est toujours un moyen de pression et qui marche parce que là les 2 derniers clips qu'on a fait, ils ont été bien accueillis, relayés, revus et
et on en parle. Et moi c'est ce que je veux. Et encore une fois, c'est pas pour moi, c'est pour le bien de tous, c'est le bien commun. Ouais, puis ils sont très bien réalisés. On a l'impression que c'est des clips de la sécurité routière, tout aussi bien faits. Ouais, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Et surtout, ils sont bouleversants. Vraiment, quand tu les regardes, c'est la vraie vie, c'est les vraies victimes, c'est la réalité. Oui, alors c'est ça qu'il faut qu'on précise. Il n'y a pas d'acteurs, très peu d'acteurs. En tout cas, c'est vraiment des victimes ou des gens concernés par le sujet. Et ça apporte une vérité et je pense une authenticité que tu ressens en tant que téléspectateur. Ça, c'est évident. Et donc, alors, c'est quoi la suite pour toi, les prochains défis sportifs ou d'engagement on sent que tu es sur tous les fronts là. Il y a des moments un peu plus chargés que d'autres, c'est vrai. Là, c'est le moment où, où je vais pouvoir un petit peu souffler, me concentrer vraiment sur le tennis, m'entraîner, parce que là, ce qui joue, c'est la saison qui arrive, qui va reprendre mi-février pour moi, avec pour le coup un tunnel de compétition où je vais vraiment beaucoup partir et devoir performer pour toujours monter dans le classement mondial. Un prochain grand chelem à Roland-Garros, je l'espère, et j'espère que vous serez nombreux à venir parce qu'il y aura besoin de soutien. Donc voilà, c'est des beaux objectifs. Moi, je suis contente de m'entraîner, je suis toujours très heureuse quand je vais m'entraîner. Je suis reconnaissante de tous ceux qui m'entourent et j'ai hâte de la suite, que ce soit dans le domaine du tennis et dans le domaine de la loi, parce que j'ai aussi des rendez-vous. Ça, c'est tout le travail de l'ombre dont je parle moins, l'envers du décor, mais parce qui que compte. Tu vas frapper à toutes les portes, tu vas voir les ministres concernés. Effectivement, ministère de l'Intérieur, de la santé, des transports, la sécurité routière, c'est des acteurs évidemment clés pour moi, avec qui je collabore pour monter ce projet de loi, et aussi des parlementaires qui veulent s'approprier ce projet et le mener à bien avec moi. Donc c'est vrai que tout est une question d'organisation, de mener de front tous ces sujets, mais en tout cas, moi j'ai hâte de la suite, et il y a une belle saison qui se profile. Alors, on se demandait justement avec l'équipe, quand est-ce qu'on va savoir les athlètes sélectionnés pour les Jeux paralympiques 2024? Ça approche ou c'est trop tôt encore? En fait, pour être qualifiée en tennis fauteuil pour ma discipline, il faut faire partie des 30 meilleures joueuses mondiales et être sélectionnée en équipe de France. Pour le moment, je remplis les critères. Oui, c'est ça. Il faut se maintenir, mais bon, je n'ai pas envie de me contenter de ça. Moi, c'est vrai que l'objectif 2023, j'en parle ici, on est en train de les fixer avec ma coach, mais c'est évidemment de non seulement confirmer un top 15 mondial, mais d'approcher le top 10. Franchement, il y a un an, je visais à peine de viser le top 15. Donc, et j'y suis. Donc, c'est vrai que on adapte les objectifs. Le top 10, ça va être une autre paire de manches, mais en tout cas, il faut viser haut. De toute façon, comme je dis souvent, il faut réussir à toutes les battre, les joueuses, parce qu'en 2024, il y aura un podium, mais il y aura une seule médaille d'or, et tout à fait. Il faut aller le plus loin possible. Donc chaque compétition est une répétition, et ça me permet d'engranger de l'expérience pour être prête à cette échéance Paris 2024. Bon écoute, on te souhaite tout le malheur du monde, c'est-à-dire une victoire au JO 2024, et surtout une loi, parce qu'on sent bien l'utilité et l'intérêt pour toutes et tous de cette loi. En tout cas, merci de porter haut et fort ce combat. Merci d'avoir pris ce moment avec nous, et puis merde pour la suite. Merci, à bientôt. À bientôt. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les Gwyn. Je suis bien d'accord avec la grosse. Viens là, Tarlouse. Pas de bras, pas de chocolat. Moi là-bas, je suis pas quelqu'un de foncièrement raciste. Ok, bon boulin,